Le Cameroun est un pays qui se trouve depuis des mois comme en apesanteur, avec un pouvoir qui s'est imposé, qui dit avoir gagné l'élection, mais qui semble interdit, avec un président incapable ou non désireux de renouveler son exécutif, comme le veulent les traditions démocratiques, ou même d'ouvrir la voie à des scrutins législatifs ou locaux, comme le prévoient les textes. C'est dans ce Cameroun-là que l'État a finalement remis la dépouille de l'opposant Anissé Kane, mort en détention, à sa famille. Plus techniquement, on a parlé d'une levée de scellés. La levée des scellés permettra enfin à la famille d'Anissé Kane d'entrer en possession de la dépouille qui reposait à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé depuis 85 jours et d'organiser dignement ses obsèques. Maître Hippolyte Méli est l'un des avocats de la famille. Immédiatement après avoir reçu la correspondance, nous avons saisi la direction de l'hôpital central de Yaoundé pour l'informer qu'à compter de ce jour, la prise en charge des frais de conservation relevait donc du ressort de la famille et que la personne la mieux indiquée pour le faire, c'est donc sa veuve. Pour Maître Emmanuel Sim, la dépouille de l'opposant qui revendiquait la victoire d'Issa Chiroma à la dernière élection présidentielle n'avait pas resté aussi longtemps sous séquestre. Maître Emmanuel Sim. Pour nous, ce corps était en état de séquestration, même si on dit que c'était simplement des scellés, parce qu'en réalité, on n'aurait dû jamais mettre le corps d'Anissé Kane sous scellé. Il ne faisait l'œuvre d'aucune contestation. La famille était prête à récupérer le corps dès le jour même de son décès. Par ailleurs, les résultats d'une autopsie effectuée dans des conditions contestées ont été remis à la famille d'Anissé Kane. L'opposant serait mort selon le pouvoir de mort naturelle. L'avocat, la mort naturelle, telle que conclut l'autopsie, ne satisfait pas la famille qui est en droit de se poser des questions, d'autant que personne, même pas eux, n'a eu accès au rapport d'autopsie. Maître Méli, l'un des avocats des ayants droit d'Anissé Kane, a découvert la version officielle sur le décès d'Anissé Kane dans un communiqué, comme tout le monde. La défense de la famille de feu Monsieur le Président Ekane Anissé n'a eu accès à aucun document. Et pourtant, c'est un droit. Dans la nuit d'hier, les conseils d'Edwige Sogué, la veuve Ekane, ont donc réclamé par voie de communiqué, je cite, une enquête indépendante et transparente sur les circonstances de la mort du président Ekane, mais aussi des comptes aux responsables de son arrestation, de sa détention et des soins qui lui ont été administrés pendant son séjour au centre médical de la Gendarmerie nationale. Un tel rapport d'autopsie fantôme préfigure-t-il des enquêtes judiciaires à venir ou pas sur la mort d'Anissé Kane? Le pouvoir laissera-t-il l'opposition pleurer son mort avec tout ce que cela implique? On peut aussi se demander si l'arrivée prochaine du pape Léon XIV au Cameroun se prépare politiquement, c'est-à-dire de manière à présenter sinon un front uni, du moins un semblant de normalité, avec une classe politique qui se parle, un vrai gouvernement et des perspectives de sortie d'une crise qui est aussi une crise économique. Pour balayer cette actualité camerounaise qui est vive sous des braises qui semblent endormies, j'ai à mes côtés Marie-Roger Bilois, journaliste, patronne de presse, fondatrice de nombreux médias, aujourd'hui à la tête de MRB Productions, et Benjamin Gangan, homme politique et vice-président du parti d'opposition MP3. Bonjour Marie-Roger. Bonjour Théophile. Bonjour Benjamin. Bonjour Théophile. Alors on va se lancer. Commençons par aborder la remise de la dépouille d'Anissé Kane à sa famille et ce rapport d'autopsie mystérieux. Qu'est-ce que ce feuilleton à la fois triste et révélateur vous inspire, Marie-Roger? C'est ce que ce régime a toujours fait, c'est-à-dire se lancer dans des opérations qui sont assez contre-productives, c'est-à-dire par exemple retenir le corps d'Anissé Kane tout en sachant qu'un jour il faudra bien le rendre et pendant ce temps, je crois que l'image de ce gouvernement sortant se dégrade et continue, je dirais, à enflammer un peu les opinions, même si ce n'est pas toujours très visible, mais je crois que tout cela a contribué à élever la stature de Anissé Kane, et le fait de dire qu'il est mort de mort naturelle, ça ne trompe personne, et je crois que ça c'est sans importance. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'ils disent oui, il a été mort, il est mort par des suites d'une négligence dans nos services ou des choses comme ça, ou par des suites d'une volonté délibérée de le laisser mourir. Non, ils sont obligés de mettre quelque chose de neutre. Mais je crois que ça ne va pas empêcher la famille, selon toutes les informations que j'ai,
d'engager des poursuites, non seulement en France, mais sans doute aussi aux États-Unis, contre le gouvernement camerounais et un certain nombre d'acteurs qui ont été identifiés dans la chaîne qui a conduit au décès d'Annickée Kané. Benjamin Gongan. Oui, bon, c'est une nouvelle étape de vraiment la manière un peu cavalière que l'État camerounais a géré cette affaire depuis le début. On ne sait toujours pas finalement qu'est-ce qu'aura apporté la détention d'Annickée Kané. Le gouvernement ne nous a pas dit le fait de le maintenir aussi longtemps enfermé, ça a apporté quel type d'informations qu'il n'aurait pas pu obtenir s'il avait interrogé ou convoqué ponctuellement pour avoir ces informations. Non, c'est un opposant dont on connaît la résidence, les activités, et dont on sait surtout qu'il était malade. Je dis, quand il a arrêté, l'État camerounais est très informé de son état de santé très difficile. Pour venir au procès devant la Cour constitutionnelle pour invalider la candidature de Moïse Kamto, il sortait de l'hôpital. Donc, on savait tout ça. Mais on a quand même fait le choix de l'enlever quasiment de la ville de Douala où il résidait pour l'emmener dans les services du CED, du secrétariat à la Défense, et le maintenir comme ça près de 3 semaines, sans ces dispositifs habituels de soins. Donc, on peut dire qu'il est mort de mort naturelle, mais il est mort de mort naturelle entre les mains de l'État. Et donc ça, c'est une responsabilité que l'État camerounais et dont l'ensemble des Camerounais doivent porter sur leur conscience. On a fabriqué un héros national par ce fait-là. Est-ce qu'il y a que... Ça ne suffit pas, une autopsie de nature, disons, physiologique. Parce que quelqu'un qui a une crise cardiaque devant des personnes et qu'on n'amène pas à l'hôpital finit par mourir de mort naturelle. Sauf que cette mort naturelle a été provoquée. Oui, puisqu'il était déjà malade, donc vous le savez. Il pouvait donc mourir de mort naturelle à tout moment, mais vous avez quand même pris sur vous, l'État camerounais a pris la responsabilité de l'enlever de son espace habituel de soins et de vie pour le mettre dans des conditions qui ne sont absolument pas conformes à ce qu'il avait peut-être besoin pour vivre. Donc, bien évidemment, il peut mourir de crise cardiaque ou même mourir dans son sommeil pendant qu'il est enfermé. Vous avez dit qu'il est mort de mort naturelle. Ça ne veut rien dire. Il faut effectivement faire cette enquête. Et d'ailleurs, s'il y avait cette sérénité, on aurait remis le rapport d'autopsie et que les avocats se plaignent. Que même la famille n'a pas eu accès à ce rapport. Ça montre tout. Non, il faut reconnaître qu'il y a eu négligence ou en tout cas une très, très mauvaise opération de l'État camerounais dans ce cas de figure-ci. On ne peut pas comme ça, prendre... c'est marrant parce que dans notre propre pays, là, c'est souvent nos dirigeants, quand ils sont malades, qui courent les premiers et qui réclament la fatigue pour ne pas venir. Non, là, on a saisi un opposant qui est malade, on sait qu'il est malade, on sait qu'il a besoin de certains dispositifs, de soins, on ne lui donne pas, et s'il finit par mourir, on va dire après qu'il est mort de mort naturelle. Même la mort est un peu surprise dans ces cas-là. Alors, quel intérêt, Benjamin, le pouvoir avait-il à accaparer le corps de son opposant pendant si longtemps? Est-ce qu'il y a une forme de rationalité à la camerounaise, toi qui vis au Cameroun? Bon, je crois que c'est un peu de la lenteur administrative très, très classique de l'administration. Et puis surtout éviter, peut-être qu'en remettant le corps trop tôt, après la fin de l'élection et donc dans la période de post-électorale, là, que la famille ne fasse peut-être des obsèques qui auraient drainé du monde. Et non, je crois que c'est un mélange de tout ça. Bien évidemment, si on avait remis le corps d'Annickée dès le 1er décembre de son décès, là, on était peut-être à un peu plus d'un mois après les résultats des élections, donc vous voyez que ça maintenait un peu... Il y avait la crainte que la fin d'année pouvait devenir un moment de convergence à nouveau autour de cette dépouille. Je crois qu'ils ont préféré laisser passer un peu de temps. Mais bon, à un moment donné, il fallait quand même, sous pression, libérer ce corps. Marie-Roger, donc le pouvoir essaie de prendre l'opinion de court par épuisement? C'est sûr, il y a toujours ça. Vous savez, de laisser passer le temps. On se dit que le temps règle tous les problèmes. Mais ce que je sais aussi, c'est que celui qui a gagné l'élection présidentielle, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakary, il va lancer un mot d'ordre de 3 jours de deuil national. On ne sait pas encore quand, mais je crois que cette décision est prise, qu'il y aura ces 3 journées de deuil. Et ça, c'est si on a peur de la mobilisation populaire, on ne sait pas si on pourra toujours l'empêcher. Il y a conjugué, je dirais, au mécontentement général et à cette histoire où
les opposants, de manière générale, sont maltraités jusqu'à les laisser mourir, faire mourir. Et je crois l'impasse politique dans laquelle se trouve le Cameroun, qui n'a pas de chef, on a un vide à la tête de l'État et on l'a vu à différentes occasions dans les différents scandales, parce qu'il y en a un tous les jours, et des crises qui révèlent l'intensité du problème. Je crois que tout ça contribue à renforcer cette volonté de changement. Et à un moment donné, tous les petits stratagèmes pour gagner du temps, etc., ne pourront pas empêcher, je dirais, ce mouvement et cette volonté de s'exprimer. Alors, justement, Issa Chiroma Bakary, qui a été le candidat investi par l'Union pour le changement, qui a été investi grâce aux efforts notamment d'Anissé Kane, appelle à 3 jours de deuil national pour marquer le coup, pour dire les Camerounais n'ont pas oublié cette infamie. Et Issa Chiroma Bakary a sorti d'ailleurs un livre récemment, un livre dont on peut voir la couverture à l'antenne. Marie-Roger. Oui, alors ça c'est un livre qui a été préparé au moment des élections et qui sort maintenant et qui a le mérite donc de présenter un peu, de mieux faire connaître Issa Chiroma Bakary, et une opération assez indispensable en ce moment parce que, comme on le sait, il est en exil, il est avec des mouvements très limités. C'est un peu normal toujours lorsqu'on est accueilli en tant que personnalité politique comme ça dans un pays tiers. Il y a des contraintes à respecter. Et donc, ce livre va permettre aux gens de mieux comprendre le personnage. J'ai trouvé très intéressant, par exemple, son éducation, comment il a été élevé au courage et que son père le mettait en danger, par exemple, en danger de mort, face à un bœuf en furie. Et on lui demandait de rester là et ne pas fuir, etc. Et à un moment donné, il a vraiment failli être tué. C'est sa mère qui l'a sauvé de cette situation, etc. Il y a un peu... l'histoire de son éducation et de son histoire politique est aussi très intéressant. Il s'explique sur un certain nombre de choses qu'on a vues de lui quand il servait le régime Biya, et avec beaucoup de franchise. Il dit comment il a vécu tout ça et sans se renier, mais il met tout ça en perspective. Et donc c'est un livre très intéressant qui est déjà en vente au Cameroun. Il est en vente sur Amazon déjà, et il y a un certain nombre, il y a un stock qui est déjà aussi sur place au Cameroun. Je crois que dans les réseaux, on verra les modalités d'achat pour ceux que ça intéresse. Alors, un homme, une nation, un destin. Au Cameroun, l'incroyable parcours d'un homme qui défie l'ordre établi, c'est de Issa Chiroma Bakary aux éditions Télémac. Alors, revenons aux obsèques d'Anissé Kane. Est-ce que le régime camerounais va laisser un deuil digne se faire? Est-ce qu'il y a un risque pour lui, Benjamin, pour le régime, je veux dire? Parce qu'ils ont laissé passer le temps, mais est-ce que quelque chose peut toujours se passer en termes de mobilisation avec ces obsèques? Alors, je ne suis pas sûr que ça va créer une révolution, mais je pense que même dans sa tombe, Anissé Kane va embêter ce régime. C'est un homme qui a commencé son combat politique très tôt, avant même qu'on autorise les partis politiques d'opposition à exister au Cameroun. Donc, je sais, le régime en est conscient que c'est une figure qui est bien ancrée aujourd'hui dans notre mémoire. Et je crois que ces obsèques se feront avec beaucoup de chaleur, beaucoup de passion, de compassion et va mobiliser certainement des gens, non pas pour refaire une crise post-électorale bis, mais voilà, je pense, moi je suis convaincu qu'ils avaient peur que si on le faisait trop près de la sortie de ces élections contestées, ça aurait pu enflammer les choses. Là, je ne pense pas que ça le fasse, mais je sais que voilà, il y aura quand même une mobilisation, forte mobilisation, parce que sa disparition a
beaucoup choqué les Camerounais. En tout cas, dans les conditions où elles sont arrivées. Alors, l'actualité camerounaise, c'est également la venue à venir du pape Léon XIV. Les ecclésiastiques camerounais et des laïcs ont tenté d'empêcher cette visite en vain. Alors, est-ce qu'elle peut tout de même être un moyen d'internationaliser la crise politique camerounaise, Marie-Roger? Alors, moi, je pense que ça va être un moment très intéressant. D'abord parce que le pape Léon XIV, c'est lui qui a décidé de ce voyage. Parce que après son arrivée à la papauté, il a fait un premier voyage, c'était au Liban et en Turquie, mais celui-là avait déjà été programmé par le pape François, son prédécesseur. Le premier qu'il programme lui-même, c'est le voyage en Afrique. Et il a des liens avec l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, parce que l'Algérie fait partie de son itinéraire. Il va commencer par là. Avant qu'il ne soit pape, il y a été 2 fois et voilà, il a, j'allais dire pour modèle, le Saint-Augustin, qui est d'origine d'Afrique du Nord, comme on le sait. Et ce pape a la réputation d'être un homme de terrain, on sait d'où il vient, etc. Et si je me réfère, par exemple, à la visite du pape François en Centrafrique, tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire qu'elle a eu un impact considérable, parce qu'elle a été un puissant catalyseur de la paix et de la réconciliation. Lorsqu'il y a été, il a visité la mosquée au PK5, qui est un endroit très populaire là-bas. Il a ouvert la porte d'un monument qu'ils appelaient le jubilé de la miséricorde. Et c'est grâce à lui également qu'il a apaisé les tensions sectaires. On sait comment ça se passait. Et aussi, donc, il a soutenu cette transition politique. Et ça a donné lieu, ça a permis qu'on aboutisse à des élections démocratiques, enfin des élections là-bas. Et ça a été quelque chose de considérable. Ça n'a pas été un moment protocolaire, etc. Il a eu un impact politique pour apaiser les tensions et, voilà, et stabiliser la situation en Centrafrique. Et là, pourquoi je dis ça? C'est parce que les visites papales ne sont pas que des moments de diplomatie entre l'État, le Saint-Siège et les pays concernés, ou juste la visite aux catholiques. Ils ont aussi une action qui peut être d'ordre politique. Et dans le cas du Cameroun, on voit déjà que le pape a décidé, dans son itinéraire, d'aller évidemment à Yaoundé, à Douala, mais aussi à Bamenda, qui est, comme on sait, le haut lieu des revendications séparatistes. Donc, je t'arrête tout de suite, Marie-Roger. C'est le fief principal de Paul Biya selon les résultats officiels de la présidence. Bon, ça, c'est pour la partie humour. Mais sérieusement, très sérieusement, contrairement à tous ceux qui disent au pape, qui souhaitaient que le pape ne vienne pas parce qu'il va conforter le régime, etc. Mais il peut également avoir un effet d'apaisement si il accepte d'avoir un rôle de médiation, par exemple, entre le président élu, Tiroma, qui a gagné l'élection, et le régime actuel qui se sait illégitime et qui ne s'en sort pas, ne sait pas comment sortir de cette situation. Et il peut également recevoir pas mal de gens. Je sais que Maurice Kamto a déjà demandé à le rencontrer. Il peut avoir un rôle. Donc, moi, je ne sous-estime pas l'impact d'une telle visite parce que, voilà, on sait ce dont ils sont capables. Et même, de manière indirecte, le Vatican a des structures de médiation. Par exemple, cette comité de la communauté de Saint-Égidio, je les ai suivis, j'ai vu comment ils ont eu des résultats au Mozambique et par exemple au Burundi. Dans la médiation, ils sont très très bons en ça. Et plutôt que d'appréhender cette visite, il faut l'accueillir à bras ouverts et faire de chacun que chaque partie fasse de son mieux pour que cette visite puisse être bénéfique au Cameroun. Benjamin,
Bon, oui, je peux être d'accord avec Marie-Roger sur ce point-là, c'est qu'il faut saisir toutes les opportunités qu'on a pour rouvrir un espace pour la discussion. Avant même la conciliation, peut-être concernant notre dernière élection présidentielle, il y a la crise anglophone qui se perpétue. Et je crois que le choix de Bamenda, effectivement, n'est pas anodin dans ce sens. Le chef de l'État, dans son dernier discours du 10 février, n'a même pas évoqué cette fois-ci cette crise qui perdure pourtant, rentre dans sa 10e année. Et il y a une partie du Cameroun qui a encore du mal. Justement, à Bamenda, dans le nord-ouest, dans le Nozo, comme on dit, les populations locales attendent que cette visite papale soit l'occasion de relancer le processus de paix. Alors, entre guillemets, le Cameroun a une sorte de chance, c'est qu'au sein de l'opposition anglophone, au sein de l'opposition, on va dire, entre guillemets, francophone et au sein du pouvoir, il y a un grand nombre de catholiques. Mais est-ce que le Cameroun, l'État camerounais a les moyens de relancer le processus de paix en l'état actuel de sa gouvernance? Je rappelle que c'est un pays où on n'arrive pas à former un gouvernement. Est-ce que... Parce que ça aurait pu être une opportunité pour ce régime de faire avancer le processus, mais est-ce qu'il le peut, même s'il le veut? C'est une bonne question. Et bon, quand on appelle souvent, en tout cas nous, jeunes partis politiques, à l'alternance, c'est pas simplement pour dire aux gens que non, parce que tu es vieux, tu n'es plus. Non, c'est aussi parce que le renouvellement du personnel politique offre souvent l'occasion d'aborder les questions, les difficultés que nous avons avec un nouveau souffle. On a vu très bien le cas de la posture qu'on peut avoir dans un pays, les États-Unis, quand vous avez le problème géré par le président Biden et le président Trump. Même si on n'est pas d'accord, chacun a sa façon de voir les choses. Et ça permet d'essayer des choses différentes. Dans le Cameroun, ça fait 10 ans qu'on a ce conflit. On a fait beaucoup de pertes en vie humaine, plus de 6 000 Camerounais qui seraient décédés. On a des gens qui sont déplacés, près d'1 million de déplacés dans des quartiers à Yaoundé, qui est pourtant très loin de... Ils sont déplacés, mais ils votent... mais ils arrivent quand même à voter dans leur village. Voilà, vraiment... non, il y a tellement de bouleversements liés à ça. C'est une entrave au processus de paix. C'est-à-dire, vous avez été déplacé, on vote pour vous. C'est ça. Non, on a des villages où même le chef du village ne réside plus, mais on a eu des scores, des participations extraordinaires. C'est tout dire. Donc, il y a effectivement la nécessité de souvent renouveler le personnel et on espère que la venue du pape va permettre de réenclencher ça, mais effectivement, il peut le réenclencher, mais si ce n'est pas suivi et si la feuille de route qui sort de là n'était pas suivie, ce serait dommage et il aurait été important qu'au moins il arrive, peut-être qu'on ait déjà un nouveau gouvernement avec des personnes capables de tenir ce dossier-là, ou tout simplement des dirigeants qui, enfin, ont entendu qu'en face, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est d'autres Camerounais qui avaient peut-être une vision différente. Parce que tout ça, avant d'être un problème de séparation, ça part d'abord de difficultés liées à la mauvaise gouvernance, de contestations liées à la mauvaise gouvernance. Et si on avait écouté ces juristes, ces avocats, ces enseignants qui se plaignaient de manière vraiment sans armes, on ne serait peut-être pas aujourd'hui à entamer une 10e année d'un conflit qui a fait beaucoup trop de victimes. Donc oui, si cette visite du pape peut réenclencher le processus, c'est une bonne chose, mais qui pour prendre le relais une fois qu'il sera parti? Ça, c'est une deuxième question. Ce qui me donne une forme d'espoir, c'est que les dirigeants actuels, dans leur ensemble, ils affichent une foi très très forte, n'est-ce pas? On les voit tout le temps en train de prier avec les curés. L'administration territoriale qui est un dévot confit. Un dévot, on l'a vu apparemment. Entre le dévot confit et le faux dévot, il y a... Et on l'a vu donner une enveloppe au pape. On nous dit que il souhaitait faire bénir des chapelets, grec, dont acte. Et on a vu récemment un des pontes du régime aussi à Lourdes en train de prier avec beaucoup de ferveur. On les voit très souvent entourés d'évêques également en train de prier toute ferveur. Ils sont beaucoup à la messe le dimanche. Donc, on se dit que s'il y a une forme de sincérité dans ce qu'ils font, pourquoi ne pas y croire a priori, et qu'ils ont un dialogue authentique avec le pape qui, on le souhaite, et c'est en tout cas ce qu'il professe, apporte la paix, travaille à encourager la réconciliation partout où il y a des divisions et des dissensions, eh bien, ça peut être peut-être l'impulsion qu'ils attendaient pour penser enfin au pays et non pas à eux-mêmes. En tout cas, on espère que
d'ici là, il y aura un gouvernement. Parce que, a priori, pour recevoir le pape, il faut un gouvernement. Donc, en tout cas, dans cette interstice... Il y en a un, celui qui est là, il est là. Il ne finit pas de sortir. Un nouveau, on ne sait pas sûr. Ça, dans cet interstice entre deux gouvernements, donc, le Cameroun a connu son lot de scandales. Je vais vous en citer quelques-uns. Celui du pavillon camerounais avec des navires transportant de la drogue. La bataille du port entre deux sociétés, la SGS et Transatlantique D. Chacune avec ses soutiens gouvernementaux, l'histoire mystérieuse des demandeurs d'asile aux États-Unis non camerounais balancés au Cameroun par l'administration Trump dans le cadre d'un accord secret en toute violation du droit international humanitaire. Finalement, c'est le grand Satan des petits pays voyous avec un petit Satan. Enfin, franchement, c'est des pays voyous entre eux. C'est en tout cas des pratiques d'État voyous. Lequel de ces scandales vous semble plus emblématique de la séquence que nous vivons, un ou deux? Donc moi je commencerai par celui, parce que oui, l'impact est quand même assez significatif, celui de la crise au port autonome de Douala. Ça montre à quel point, lorsqu'on est peut-être dans des périodes comme ça de fin de régime, on a du mal à savoir vraiment qui gouverne, qui gère quoi. Vous avez une société SGS qui est en contrat avec le gouvernement, et même pas avec le port autonome, parce que le contrat qui est signé en 2015 là était par le ministre des Finances du Cameroun de l'époque et la société SGS, et qui donnait donc mandat à celle-ci de gérer les opérations d'inspection non intrusive pendant une période de 10 ans à partir du moment où elle avait installé le dernier des portiques qui devait faire ce travail. Sauf que le port autonome de Douala, par la voix de son directeur général, lui considère que ce contrat qui a commencé en 2015 s'arrêtait en 2025. Indépendamment de cette clause-là. Et la société, elle, considère que non, mais les termes permettant le démarrage du contrat ont été validés seulement en 2022. Donc, elle considère qu'elle a un contrat jusqu'en 2032. Divergence entre le directeur général du port autonome et le ministre des Finances actuel qui, lui, considère que la société SGS a raison. Donc, il y a eu un imbroglio, c'est remonté jusqu'à la présidence où un chef d'état-major particulier du président nous informe que celui-ci aurait dit oui pour qu'on enlève Manu Militari, même, SGS du port, qui voudrait saboter, a-t-il dit dans son message. Pourquoi? Pour éviter qu'elle ne sabote le travail de la nouvelle société recrutée directement par le port autonome. Il a fallu l'intervention du Premier ministre, c'est-à-dire après que ce soit remonté à la présidence de la République, ça c'est un fait particulier quand même, on redescend au Premier ministère et c'est le Premier ministre qui tranche. J'ai envie de dire. Il tranche entre la parole du chef de l'État et entre la parole du chef de l'État qui aurait dit oui à son chef d'état-major et celle de SGS. Non, c'est quand même assez rocambolesque. Pendant cet intervalle de discussion, il s'est passé quand même plus d'un mois où le port était bloqué. C'est-à-dire, si vous vouliez sortir votre conteneur, vous payez 2 fois parce que le port autonome de Douala ne reconnaissait que les frais prélevés par Transatlantique D, qui s'est installé au 1er janvier, et le ministre des Finances, lui, ne reconnaissait que SGS. Donc, vous payez 2 fois si vous voulez sortir votre conteneur ou vous voulez exporter quelque chose. Et il a fallu que les patrons, le patronat, le GCAM, qui est l'équivalent du MEDEF ici en France, menace d'arrêter de payer quoi que ce soit pour que là peut-être le port autonome commence à se redresser et dire ah ok non je vais peut-être pas amener le pays jusqu'à ce niveau-là, mais on parle quand même de dirigeants qui gèrent le port autonome de Douala, c'est plus de 150 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est le poumon économique du Cameroun, c'est la principale, même si on a un autre port en eau profonde qui est à Kribi aujourd'hui, ça reste la principale porte d'entrée et de sortie de notre économie. Donc arriver à un tel niveau de divergence entre le directeur général de ce port et le ministre des Finances qui est censé être, c'est-à-dire ministre de tutelle, ça veut dire que le ministère siège dans le conseil d'administration quand même du port autonome de Douala. Et le directeur général peut prendre des décisions sans en avoir discuté avec son conseil d'administration. Comment cela est possible? Qui gouverne finalement ce Cameroun si on en arrive à un niveau comme ça qui met en péril l'économie? Parce que ce que vous avez créé comme frein là, ça ne va pas redémarrer le lendemain. Les entreprises, les usines qui ne pouvaient plus importer leurs intrants se retrouvent à devoir décaler. Ça a duré combien de temps, cette période? Alors, ça a commencé au 1er janvier 2026, puisque c'est là que la société transatlantique s'est installée. Et donc, le port a déplacé complètement le matériel installé par SGS pour le mettre de côté. Donc, entre le 1er janvier et là, il y a quelques jours, c'était vers le 13 février, où le directeur général a enfin reconnu qu'il allait appliquer les instructions du Premier ministre, c'est-à-dire permettre à SGS de travailler et voir après avec Transatlantique qu'est-ce qu'il peut lui donner comme travail à faire. Il s'est passé quand même près de un mois, presque 45 jours
entre le 1er janvier et le 13 février. Donc, c'est beaucoup de temps. Si pendant 1 mois et demi, vous avez... Bon, si les grandes entreprises se sont plaintes, elles, ça veut dire qu'elles étaient déjà impactées. Mais imaginez toutes les petites PME, TPE, qui font des affaires, qui font venir des matériaux ou des intrants de l'Asie, de l'Europe, qui étaient bloqués. Elles ne peuvent pas sortir leurs conteneurs. Ça bloque une économie. Ça bloque une économie. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards de francs CFA qui ont été perdus. Absolument, absolument. Et ceci, après, déjà des pertes importantes constatées pendant la crise post-électorale. Le GECAM, le même GECAM a chiffré à 255 milliards de francs CFA. Le niveau de perte de francs CFA, 200 milliards pour les entreprises, 55 milliards pour le fisc camerounais qui n'aurait pas pu collecter certains impôts. Donc, si vous sortez déjà là et qu'au 1er janvier, vous commencez encore avec une autre crise, bon, vous pouvez comprendre que les entreprises étaient un peu essoufflées. Et avant le GECAM, c'est Syndustricam qui est le syndicat des plus grosses entreprises industrielles, parce que c'est elles qui ont beaucoup besoin d'intrants, qui se sont plaints et qui ont appelé vraiment les partis à s'entendre parce que ça pénalise une économie. Et on ne peut pas être dans un pays comme ça et avoir 2 dirigeants qui sont censés faire le même boulot, en tout cas aller dans le même sens, afficher autant leur divergence et prendre en otage toute l'économie camerounaise. Alors le GECAM est plutôt sorti grandi de tout cela, puisque a priori c'est les patrons qui semblent incarner l'intérêt général, ce qui ne devrait pas être, c'est l'État normalement qui doit incarner l'intérêt général. Marie-Roger. Mais il y a longtemps que le fonctionnement de cet État n'incarne pas du tout l'intérêt général. On parle de l'affaire du port, il faut voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'était parce qu'on voulait plus d'efficacité pour l'État? Certainement pas. C'était encore des clans qui se partagent le gâteau entre eux au détriment du fonctionnement de tout un pays, de toute une économie. Il y a encore, si on regarde, on commence à énumérer tous les scandales. On a entendu l'histoire de l'or qui n'est pas déclaré, qui disparaît dans les poches de certains. C'est-à-dire l'écart entre les 15 000 tonnes que déclare importer du Cameroun, de Dubaï, et les 22 kilos que le Cameroun déclare exporter, vous voyez un peu. Mais il y a l'histoire de Tolcam, vous voyez, c'est-à-dire ce péage automatique qu'on a annoncé en grande pompe, déjà sur des routes défaillantes et totalement dégradées. On s'est demandé où c'est qu'ils allaient faire ce péage. Maintenant, on annule au bout d'un moment, alors qu'on a annoncé le fonctionnement, enfin le démarrage, tout ça, en 2023, on apprend après coup que non, le ministre des Travaux publics a décidé d'annuler et que, pour faire court, le résultat de ça, ce sera que l'État camerounais qui rompt abusivement un contrat sera condamné à payer des milliards, donc en prévision de ça. L'État provisionne 20 milliards déjà de dollars dans le budget actuel pardon. Peut-être que je parle ensemble. Voilà, environ 45-50 millions de dollars. Voilà, 20 milliards de CFA provisionnés dans le budget actuel des dettes pour le Cameroun. On n'a pas de péage, il n'y a rien qui se fait, mais on doit payer une dette de 30 milliards. Mais enfin, je voulais juste dire, il y a une série de scandales, il n'y a que ça tous les jours. Et à tout le moment, on se rend compte qu'il n'y a personne pour trancher, à part ceux qui se réclament de hautes instructions et qui travaillent pour leur bénéfice et certaines cliques. L'histoire, je voulais juste dire un mot au sujet de l'histoire de ces immigrés ou des réfugiés ou de ces expulsés des États-Unis qui se retrouvent au Cameroun. Et ça, c'est en dehors de toute loi internationale. Totalement, c'est le résultat d'un deal. On sait que actuellement l'administration Trump viole leurs propres lois, même pour déporter les gens comme ça. Ils violent des lois. Et là, pourquoi le Cameroun accepte, là où beaucoup d'autres ont refusé, c'était un deal pour faire semblant de reconnaître non pas la victoire électorale, mais l'investiture de Paul Biya. C'est ça, c'était le deal secret que donnez-nous un peu de légitimité. Et c'est ceux ils n'ont même pas eu d'argent sur l'affaire, contrairement à d'autres à qui on a proposé de l'argent et qui ont reçu des... Mais eux, c'était cette espèce de semi-reconnaissance. En fait, ceux qui ont reçu de l'argent sont allés moins loin que ceux qui n'ont pas reçu de l'argent. Absolument, puisque on sait que les journalistes qui enquêtaient sur ça ont été torturés. Ils ont subi un sort tellement
scandaleux que ça a fait l'objet de reportages dans la presse internationale, etc. Enfin, ça montre encore l'état dans lequel se trouvent, je veux dire, ceux qui sont censés diriger ce pays. Et voilà, donc on regarde tout ça, et je ne fais que dire la même chose. La solution de ça, c'est le changement. Et le changement existe parce que les Camerounais ont voté pour cela, et il faut veiller à ce que ça puisse se réaliser. Parce qu'en fait, nous sommes en début 2026, donc en fait, ça voudrait dire qu'il reste jusqu'aux prochaines élections de 2032, plus de 6 ans et demi. Et dans les conditions que l'on observe actuellement... Ça, ce ne sera pas possible. Je crois que personne ne croit que ce régime va rester encore 6-7 ans. Je crois qu'eux-mêmes n'y croient pas. Et voilà, donc en ce moment, justement, ce que j'ai constaté, vu les restrictions dont fait l'objet le président élu, Chiroma, il y a beaucoup d'initiatives de Camerounais, des citoyens camerounais, à travers le monde, mais c'est vraiment pour organiser des pressions à la fois économiques, des pressions de toutes sortes sur ce régime, et pour l'amener à accepter la victoire électorale de Chiroma et accepter le changement. Donc il y a des processus en cours, moi j'observe, et j'observe aussi le dynamisme de toutes ces démarches, et qui montrent que les Camerounais, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas baissé les bras du tout. Ils ne peuvent pas, puisqu'au quotidien, ils subissent tout ça et qu'ils se disent quand est-ce qu'on va en sortir. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, les chefs d'entreprise, des gens, des politiques, etc. Les gens, personne ne souhaite rester, continuer dans un état acéphale. Il y a peu de chefs. Voilà, il n'y a plus que des cliques qui se battent entre elles, et le pays dégringole. Voilà, tous les jours, comme on dit, il y a des scandales, et j'apprécie notamment la plateforme, le podcast Djangui News qui dénonce les problèmes de gouvernance au Cameroun, et il y a à boire, à manger. Justement, Benjamin, tu es au Cameroun au quotidien. Jusqu'ici, tout va bien, on pourrait dire qu'on a la haine. On pourrait aussi dire ma cité va craquer. Oui, non. Quelles sont les dernières nouvelles du front? Non, j'arrive à peine effectivement du Cameroun, donc j'y vis, je travaille, je suis engagé en politique au Cameroun, c'est mon choix. Ce n'est pas un endroit facile, mais bon, j'ai envie de dire, tout le monde a effectivement... Il faut qu'il y en ait qui se saisissent de ces difficultés-là. Ouais. Tous les pays du monde ont leur challenge, donc nous avons les nôtres, et il faut que nous acceptions de nous saisir de ça. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde autre que les Camerounais qui peuvent se saisir de ces questions, faire le constat que nous ne sommes pas bien gouvernés et trouver les moyens en nous pour pouvoir changer cela. Je crois que c'est ce qui m'a motivé. Les chroniques Djangui News, effectivement, elle en a cité quelques-unes. On peut retrouver notamment sur Facebook. On peut retrouver sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, permettent de comprendre. En tout cas, comme l'idée au départ, c'était d'encourager les Camerounais à se poser les bonnes questions, parce qu'on oublie parfois qu'en fait, cet argent qui est géré, c'est l'argent de tout le monde. On a l'impression que c'est l'argent du gouvernement là-bas, et puis nous, on n'a rien à dire. Non, c'est notre argent. Tous les Camerounais, c'est votre argent. Donc, il faut poser les questions. Il faut comprendre pourquoi les clients du Cameroun disent qu'ils ont acheté 15 000 kg d'or, mais le Cameroun ne reconnaît que 22,5 kg qui est sorti. Pourquoi on s'endette à 800 milliards de francs CFA pour construire le barrage Nassigal, et à la fin, on n'arrive pas à utiliser cette électricité parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de câbles pour les sortir. Ce n'est pas normal. Ceux qui reçoivent mandat ou ceux qui se saisissent d'un mandat malgré la contestation doivent rendre compte de ce qu'ils font. Et pour moi, il n'y a pas tant que ça des challenges technologiques ou scientifiques à gérer ce que nous vivons dans nos pays, au Cameroun en particulier, mais en Afrique aussi, c'est vrai. C'est d'abord et surtout parce qu'il y a une mauvaise gouvernance qui fait qu'on n'est pas capable de porter les projets là où ils sont. Quel challenge y a-t-il à construire une autoroute en moins de 10 ans? Aujourd'hui, on construit des routes depuis quand? Depuis combien de siècles? Et on est incapable de livrer une autoroute de moins de 200 km en plus de 10 ans? Non, c'est simplement que ceux qui sont là ne font pas le boulot et ils ne veulent pas laisser la place à d'autres. Donc il faut que chacun se saisisse de ça, réclame les comptes qu'on ne nous donne pas et s'engage là où il peut, comme il peut, pour que cela change. Donc on a tellement d'enjeux. Moi, je reviens, voilà.
L'actualité, c'est ça, hein, c'est ce dont on a parlé, c'est l'affaire d'Anissé Ekané, son corps qui est rendu, c'est l'affaire du port autonome qui cache, on a certains, beaucoup de petits batailles de clans, comme disait Marie-Roger, la venue bientôt du pape, mais plein d'actualités avec de l'insécurité, des difficultés, le cas des féminicides, un vrai sujet dont le gouvernement semble ne pas vraiment saisir la portée. En une journée, lundi, le 23 février, là, il y a eu 2 femmes qui ont été massacrées par la mari, une à la machette, l'autre. Enfin, on se dit, mais dans quel pays vivons-nous? Et tout ça reste impuni, un tel niveau d'impunité où c'est comme si finalement il n'y a que... Sur les féminicides, il y a eu une sorte de précédent, une femme qui avait été tuée par son mari, le mec enseignante, lequel n'avait même pas... Qu'on a failli libérer après avec une pénalité de 55 000 francs, quelque chose comme ça. C'était vraiment une insulte jetée à la face de toutes les femmes, alors même qu'elle était enseignante. Et par chance, elle était dans une émission de grand public, elle était passée, elle avait fait un témoignage, mais ça n'a pas réussi à la protéger malheureusement. Non, face à la colère publique, je crois que finalement les juges se sont repris, ils se sont ressaisis. Mais c'est le symptôme de la corruption qui gangrène, y compris dans ce pouvoir-là, qui ne sert pas de contre-pouvoir comme on pourrait s'attendre. Donc il y a un vrai besoin et on espère que les élections locales, qui sont la deuxième mi-temps de ce qui s'est passé en octobre, vont permettre de pousser un petit peu le parti au pouvoir de plein de territoires dans lesquels il ne fait rien, pour permettre à une nouvelle génération de reprendre la main sur ce pays. Il ne faut pas baisser les bras. Personne d'autre que les Camerounais ne pourra nous sortir de là où nous sommes. Bon, s'il y a des élections... Merci beaucoup Marie-Roger, merci Benjamin d'avoir été avec nous dans le cadre de cette édition de Décrypter l'Afrique. Merci.